Limite spatiale du foncier, perte agronomique des sols et droits de propriété, les territoires ruraux et urbains sont aujourd'hui déconnectés, tant juridiquement que dans les politiques publiques. Benoît Grimont-Pré est professeur à l'Université de Poitiers et chercheur en droit rural et de l'environnement. Dans son ouvrage coécrit avec Dominique Potier et Pierre Blanc, La Terre en commun, plaidoyer pour une justice foncière, il imagine et propose un nouveau monde, alliant les territoires dans le droit, la géopolitique et l'histoire. Sylvain Grisot, fondateur de Dixit, l'a rencontré pour essayer de comprendre tout ça. Bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public montait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Benoît Grimont-Pré, bonjour. Bonjour. Benoît Grimont-Pré, vous êtes docteur en droit et professeur à l'Université de Poitiers où vous enseignez le droit de l'agriculture et de l'environnement. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs études et ouvrages sur les politiques agricoles et alimentaires et notamment un petit livre qui m'a particulièrement inspiré, que vous avez écrit avec Dominique Potier et Pierre Blanc qui s'appelle « La Terre en commun, plaidoyer pour une justice foncière ». On mettra évidemment les références de ce petit ouvrage qui est en accès libre et qui permet de rentrer dans un sujet, des sujets, enfin en tout cas… quelque part un peu un nouveau territoire pour nous, qui est cet espace agricole, cet espace rural, et encore, c'est pas tout à fait la même chose. Un nouveau monde aussi avec les enjeux juridiques, ces questions de droit, mais qui sont aussi des vraies questions politiques. Et c'est sans doute un des attraits de ce petit ouvrage sur lequel on a à la fois une dimension historique et géopolitique, cette dimension juridique que vous portez, et puis une distinction évidemment plus politique avec le chapitre écrit par le député Dominique Potier. Et puis, une petite synthèse très courte, très dynamique, qui fait le croisement de tout ça. Donc, moi c'est vrai que c'est un petit ouvrage qui se lit très bien, qui était assez réjouissant quand je l'ai découvert. Et je voulais revenir aussi avec vous sur ce chapitre qui m'a appris un certain nombre de choses. Alors, faut être très clair, c'est sans doute de la vulgarisation, peut-être un des textes les plus accessibles que vous ayez pu aborder, enfin en tout cas pour qui n'est pas au quotidien, au contact de la littérature juridique. Mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça m'a intéressé, c'est que ça m'a permis de rentrer un peu plus dans ces sujets qu'évidemment on fréquente, ces questions du foncier, ces questions du monde agricole, ces questions du sol. Et on va parler beaucoup sol. Et peut-être revenir avant tout sur des éléments de constat, puisque vous insérez le droit, non pas comme une forme de matière à part, etc., mais vous l'intégrez complètement dans son rapport au politique, au social, et finalement à des phénomènes qu'on vit autour de nous, en pointant alors 2 voire 3 enjeux clés, qui sont à la fois le premier, c'est la question de l'accès à la terre pour les agriculteurs, pas tous. Vous pourrez nous expliquer ça, la question de la perte de sol agricole liée notamment à l'extension du domaine de la ville, cet étalement urbain dont on parle beaucoup sur Dixit.net, mais aussi, ce qui est peut-être moins évident pour les urbains que je peux être et que nous sommes nombreux autour du micro, c'est cette perte de la qualité agronomique des sols, liées notamment à un certain nombre de pratiques agricoles, de pratiques culturales. Pardon. Alors peut-être, si je peux déjà peut-être nous préciser un petit peu ces enjeux, tout en complétant sans doute la présentation que j'ai pu faire de votre parcours. Bien sûr. Déjà,
pourquoi on se pose les questions d'accès à la ressource foncière? Tout simplement parce que la ressource foncière, elle est en quantité limitée, hein, on ne peut pas l'étendre, et on a une concurrence de plus en plus féroce, hein, entre les candidats au foncier, hein, qui veulent en tirer profit. Donc, il y a deux façons de voir quand on a peu d'offres et beaucoup de demandes. Soit on laisse faire finalement le marché, hein, et dans ce cas-là, la ressource ira au plus offrant, hein, celui qui a les moyens d'y accéder. Le renard libre dans le poulailler libre. Voilà, c'est un peu ça, mais c'est ce qui se passe sur beaucoup de marchés, hein, finalement, sur des objets un petit peu plus traditionnels. Et puis, on a la vision plus politique, où finalement, on va essayer d'instaurer des règles du jeu de ce marché pour le réguler, faire en sorte que, oui, si un vendeur peut choisir son acheteur, on va faire en sorte quand même de prioriser en fait certains acteurs par rapport à d'autres en fonction de ce qu'ils possèdent déjà, en fonction de leurs projets. Donc, voilà les problématiques qui sous-tendent l'accès au foncier. Alors, c'est vrai que c'est plus prégnant en milieu rural qu'en milieu urbain. C'est vrai que le milieu urbain est, même si on connaît des droits de préemption, hein, dont disposent les personnes publiques, mais en matière rurale, c'est beaucoup plus présent parce que depuis les années 60, c'est la profession agricole qui a elle-même créé, bien sûr sous couvert du législateur, mais des instruments spécifiques de régulation pour éviter, déjà à l'époque, on parlait de cumul, hein, des cumulards. On pourrait parler aujourd'hui d'accaparement, de concentration. Donc, déjà, on voulait qu'il y ait une répartition à peu près équitable de cette ressource foncière, parce que c'était en lien avec le modèle agricole qu'on se représentait, et qui était un modèle agricole plutôt familial par opposition à une tendance qui grossissait dans les pays anglo-saxons, d'un modèle très industriel en fait. Donc, des outils de régulation et de la transmission du sol, du foncier, donc. Tout à fait. Des outils juridiques, de façon à éviter notamment la concentration. Hein, c'est bien ça, des exploitations? Oui, c'est ça. C'était l'objectif premier. Alors, on ne peut pas dire qu'on y soit totalement parvenu, hein, parce qu'on a un phénomène de concentration qui n'a cessé de s'accentuer avec le temps. Mais on peut dire que quand on regarde la France par rapport aux pays voisins, hein, notamment européens, finalement, ça s'est moins concentré. Il y a eu moins de spéculation sur le foncier que chez des pays limitrophes, hein, même. Donc, même si le système n'est pas parfait, il a quand même joué ce rôle. Alors, Dominique Potier, notamment, intervient régulièrement, hein, au Parlement sur ces questions-là. Hein. Parallèlement, on a, de ce que j'en comprends, un phénomène de concentration manifestement moins présent en France que sur d'autres pays, du fait de ces outils de régulation, mais qui est aussi parallèle à une démographie des exploitations agricoles, enfin des exploitants agricoles plus exactement. Hein. Donc, il y a cette question de la transmission sur une pyramide des âges qui tend à beaucoup se relever. Donc, on est sur des sujets aujourd'hui qui sont d'autant plus importants qu'on a ces enjeux démographiques-là, mais ce n'est pas les seuls. Alors, on parle beaucoup ici, hein, de cet étalement urbain, de cette consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Je remarquerai que je n'ai pas utilisé, hein, le terme d'artificialisation des sols pour qu'on ne rentre pas dans un grand débat. Mais voilà, c'est cette extension du périmètre de la ville, finalement, sur le dos, hein, des sols agricoles, pour la plupart, en grande majorité. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur cette question de la qualité agronomique des sols, hein, qui est peut-être une question beaucoup plus discrète pour nous urbains ou pour les urbanistes, pour lequel finalement le sol agricole, c'est cette vaste zone blanche sur laquelle on peut faire la ville? Alors, c'est vrai qu'on va envisager les qualités agronomiques, mais plus largement les qualités écosystémiques en fait, des sols. On a beaucoup raisonné durant les 40 dernières années
sur la quantité de sol, c'est-à-dire un nombre de surfaces que les acteurs possédaient, ce qui leur permettait d'avoir des rendements, de toucher un certain nombre d'aides allouées par rapport aux hectares qu'ils possédaient. Et on a délaissé la question de la qualité des sols. Et on se rend compte aujourd'hui que ces problèmes de qualité entraînent des rendements qui plafonnent, et puis aussi surtout des services écosystémiques rendus par les sols qui ne sont plus toujours assurés, qui ne sont plus garantis. On le voit notamment avec le stockage du carbone, c'est un exemple typique qui rejoint la question que vous avez soulevée de l'étalement de la ville, de l'artificialisation, même si il ne faut pas dire le nom. Mais quand on a certains usages du sol, et c'est ce qui est reproché aux usages urbains, finalement, aux constructions, c'est de ne plus concevoir le sol que comme un support, et non plus comme une matière qui abrite la vie, qui recèle aussi des qualités écologiques. Donc, on va combattre l'artificialisation justement parce que ça détruit ces qualités-là. Ce qu'on voyait moins, c'est que dans les champs aussi, les pratiques, alors, qui se veulent moins artificielles que la construction, mais elles dégradent également ces qualités. Donc, là, je crois que c'est un sujet majeur. La loi ne s'en est pas encore complètement emparée parce que c'est difficile de réguler. Alors là, on ne régule plus simplement le marché des échanges, des transmissions de terres, que ce soit par vente ou location. On régule les usages. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de la terre que l'on possède ? Et ça, c'est une grande question. Alors, ça rejoint toute la problématique de la transition agroécologique. Mais justement, en droit et d'un point de vue politique, on a complètement dissocié la question de la régulation du marché foncier, ce qui était le rôle des politiques foncières, avec les instruments des politiques foncières, les baux ruraux, la SAFER, le contrôle des structures, ce qui est le contrôle assuré par le préfet sur l'exploitation agricole. Et puis de l'autre côté, on a mis toute la législation environnementale, régulation des engrais, des pesticides, préservation de la biodiversité. Et on a très peu connecté les deux. On ne s'est pas rendu compte que finalement, il faudrait, dans la régulation du foncier, introduire des éléments justement qualitatifs sur qu'est-ce qu'on fait sur ce foncier, à qui on l'attribue, quels sont les critères permettant d'attribuer de manière prioritaire le foncier à quelqu'un. Est-ce que c'est simplement parce qu'il a un diplôme, une formation? Est-ce que c'est simplement parce qu'il est fils d'exploitant agricole? Ou est-ce que c'est qu'il a un projet économique viable ou que son projet préserve aussi l'environnement, est en lien avec le territoire? Donc, on n'a pas injecté dans les politiques foncières ces dimensions-là. Et de l'autre côté, on a complètement ignoré que dans les politiques environnementales ou agroécologiques, il fallait introduire la question foncière. Et que c'était une question majeure. Si on veut faire de l'agroécologie, on n'en fait pas hors sol, on en fait par rapport à un système parcellaire, par rapport à la configuration d'une exploitation, par rapport aux exploitations voisines, par rapport aux infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire les éléments semi-naturels qui existent, qui entourent les parcelles, qui les séparent, par rapport aux points d'eau qui peuvent exister. Et donc, cette dimension foncière, elle est aussi fondamentale quand on mène une politique agroécologique. Et pour l'instant, le lien n'est pas tissé entre tout ça. Donc d'un côté, on a cette question de la transmission, que ce soit la cession, etc. Politique, donc le foncier, cette espèce de... Mais peut-être vous pourrez nous dire ce que c'est le foncier, d'ailleurs, parce que la définition du foncier, c'est pas une anecdote. On est bien là-dessus sur un
un vrai outil Quand on juridique. parle de foncier, oui, tout dites-nous, voilà, à fait. Et allez-y. quand on parle de foncier, justement, c'est un mot qui est une abstraction, voilà, qui ne donne pas la réalité de la chose elle-même, qui est la terre, voilà, ou le sol, ce que les scientifiques appelleront le sol. Le foncier, c'est un mot abstrait. C'est fait justement pour rendre immatérielle une chose. Donc souvent, d'ailleurs, le foncier est conçu de manière unidimensionnelle. C'est un support, essentiellement, le support d'activité économique. Et ce foncier, alors si on approfondit encore plus la question, par rapport au droit, il est dominé par une conception du droit de propriété, en fait. Alors, on a un foncier qui est un objet abstrait, et on a sur ce foncier un droit qui s'exerce, qui est le droit de propriété. Voilà. Et ça, c'est depuis 200 ans, c'est le modèle théorique, le schéma intellectuel dominant et qui emporte par la suite toutes les lois et puis toutes les pratiques économiques qui s'en suivent. Alors c'est pas rien parce que ce droit de propriété, il est dans la Constitution. Enfin, il est plus que dans la Constitution. Hein. C'est dans la déclaration même des voilà, droits de l'homme, tout à fait. Déclaration des droits de l'homme. Hein. Donc c'est 200 ans d'histoire et ça emporte des droits finalement de faire ce que je veux. Ou presque, hein, dans une petite limite. Mais on le voit bien aujourd'hui, cette petite limite posée, une forme d'intérêt collectif, mais vous allez nous expliquer ça, elle se heurte aussi aux limites planétaires, à ces enjeux sociaux, à ces enjeux environnementaux, etc. Pour autant, on est toujours en train de travailler là, on est en train de parler d'un droit de propriété, vous allez nous dire ce que ça emporte, mais sur une abstraction qui est le foncier. On a parlé de tout sauf de cette motte de terre qu'on pourrait avoir dans la main là maintenant. Alors, cette question de la propriété, ça amène quoi juridiquement? On en est où par rapport à ça? La propriété, alors, ça va sembler paradoxal, mais on a fait du foncier ou de l'immeuble une abstraction, mais le droit de propriété, finalement, il a été conçu comme s'exerçant sur une chose matérielle. C'est-à-dire que on a considéré que le propriétaire pouvait retirer toutes les utilités de sa chose par rapport à sa configuration matérielle. C'est-à-dire que l'archétype, c'est l'immeuble, voilà, l'immeuble correspondant à une parcelle cadastrale, et on va considérer que dans les limites de la parcelle cadastrale, tout appartient au propriétaire, l'ensemble des utilités du bien. Il peut construire, il peut extraire la terre, il peut planter, il peut faire n'importe quel usage tant que c'est permis par les lois et les règlements. Aujourd'hui, on a une modification très profonde de ce schéma-là, non pas qu'on remette forcément en cause le droit de propriété en lui-même, mais on va davantage raisonner sur les utilités de la chose. C'est-à-dire qu'au lieu de réserver toutes les utilités d'une chose à un seul, qui serait le propriétaire, on va faire la différence entre des utilités privatives qu'on va réserver à l'occupant, au propriétaire, et des utilités aussi collectives des choses. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'une même chose peut avoir différentes utilités et on va peut-être séparer ces utilités pour les partager et les attribuer à des acteurs différents. Un exemple, le propriétaire ou le cultivateur se verrait réserver certaines utilités privatives dans un but économique, mais on peut tout à fait aussi considérer que sa chose renferme des utilités collectives qui sont dans l'intérêt de tout le monde, et que celles-ci, il n'y a pas accès, ou alors on les attribue à quelqu'un d'autre, ou il doit les préserver. Par exemple, je peux construire sur mon terrain, mais je dois préserver une capacité d'infiltration tout à fait. Pour éviter là
d'avoir des phénomènes d'inondation qui toucheraient quelque part les voisins au-delà de mes propres limites parcellaires. Exactement, exactement. Je peux me rendre propriétaire de prairies, mais je dois maintenir leur caractère de prairie. Donc, je ne peux pas les labourer, retourner la terre ou y construire, parce que cela rend des services écosystémiques en termes de stockage de carbone, de présence de biodiversité. Donc, alors bien sûr, ça demande à réfléchir selon chaque type de bien. Un bien qui est situé en plein centre-ville ne va pas avoir les mêmes caractéristiques qu'un bien situé dans une zone humide ou en montagne ou dans des plaines céréalières. Donc, en fonction des caractéristiques des propriétés de chaque bien, on va réfléchir à la répartition des utilités entre des utilités qui sont collectives et qu'on doit maintenir, et sur lesquelles le propriétaire, lui, n'a pas de prise, et puis les utilités qui lui reviennent en tant que détenteur d'un droit sur le bien. Donc, on réfléchit aussi davantage comme ça aujourd'hui, ce qui reconfigure la notion de propriété, puisqu'on n'est pas forcément propriétaire complètement d'une chose, mais on est propriétaire des utilités de cette chose, ce qui n'est pas exactement la même chose, parce que ce n'est pas le même périmètre. Je pense qu'on va y revenir et on va atterrir sans doute sur des éléments de cette dissociation entre qui est propriétaire, qui utilise, qui fait, voilà, et vraisemblablement. Mais vous pointez aujourd'hui une forme d'abstraction juridique, donc il n'y a pas de regard, qui porte peu de regard finalement, sous ce terme de foncier sur ce qu'on appelle les services écosystémiques, mais qui sont pas qui n'ont rien de banal. C'est à la fois la vie dans le sol, la capacité de stockage de carbone, la capacité de production alimentaire, la capacité de perméabilité, pas de perméabilité pour les eaux, etc. etc. Donc, une somme de services qui serait bien difficile de quantifier quelque part, et encore moins de chiffrer de façon simple, même si évidemment, c'est les tentations qu'on peut avoir. Et puis, une forme d'émiettement du regard du droit porté sur ce sol, avec d'un côté le droit de propriété, de l'autre côté les politiques environnementales et le droit qui en découle. Alors, dans ce petit ouvrage, La Terre en commun, puisque c'est bien de ça dont on parlera forcément à un moment, vous pointez le besoin d'un droit du sol. Alors, sans rapport avec la question de la nationalité, bien évidemment, mais quelque part, de ce que j'en comprends, en tout cas, c'est donner de la matérialité, ou en tout cas acter d'une matérialité et de ses fonctions écosystémiques pour regarder autrement cet espace-là que simplement par un espace ou ce caractère abstrait, mais aussi à un moment de mettre au même endroit, de ce que je comprends, en tout cas en cohérence, les différentes politiques publiques ou les différents cadres juridiques. Est-ce que vous pouvez expliquer ça beaucoup mieux que moi? Je vais essayer. Je pense que l'expression droit du sol, elle est un petit peu provocatrice. Alors, pas pour la raison que vous avez évoquée par rapport à la nationalité, mais parce que d'habitude, on réfléchit en termes de droit sur le sol. Dans une conception classique, c'est le droit sur le sol qui compte. C'est qui a le droit sur tel objet qui est le sol. Ensuite, provocatrice parce que ça laisse entendre que le sol pourrait être titulaire de droit. Alors que seuls en principe les personnes sont titulaires de droit sur les choses. Les choses ne sont pas titulaires de droit. Alors, il y a tout un courant intellectuel, même dans le monde juridique, qui aimerait conférer une sorte de personnalité à certains éléments de la nature. Alors, pour les animaux, bien sûr, ça fait un moment, mais aujourd'hui, même à des entités naturelles, des fleuves, des forêts, sur les etc. fleuves. On va parler du Parlement de Loire prochainement sur cette question des non-humains. Auraient-ils eux aussi leurs droits? Voilà, donc il peut y avoir le biais d'en faire des personnes presque équivalentes ou un peu différentes aux personnes humaines. Mais moi, j'explique qu'il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin d'en faire des personnes. Il suffit d'en faire des objets dignes de protection. C'est-à-dire qu'un objet
au regard de ses qualités particulières, quelque part, les personnes sont redevables envers cet objet d'un certain nombre d'obligations. Voilà, on n'est pas redevable d'obligations qu'envers des personnes, on est redevable d'obligations envers aussi un environnement qui nous entoure et qu'on doit préserver. Donc, c'était dans ce sens-là que je concevais le droit du sol. Voilà. Et donc, quelque part, une limite à la pleine propriété. Tout à fait. Voilà, qui serait posée pour des enjeux, des biens, des enjeux collectifs, ou la réponse à des enjeux collectifs, qui soient des enjeux environnementaux, des enjeux de transition ou des enjeux de résilience. Hein. C'est notamment les 3 points qu'on pointait au démarrage de l'échange. Donc, il y a un droit du sol qui reste à créer, hein, mais il y a aussi derrière ça une forme de sortie de l'abstraction. C'est un virage important pour le cadre juridique. C'est un changement de mode de pensée important où finalement on prend acte d'une transition progressive sur laquelle on est venu imposer des contraintes, comme vous le disiez, de façon cumulative jusqu'à s'apercevoir qu'on est face à un objet, certes un objet, mais bien particulier. Le droit, il était un peu schizophrène. D'un côté, il n'a pas modifié sa conception forcément du sol en tant que bien particulier. Il a continué à raisonner en termes de propriété, de marché. Et puis de l'autre, les politiques environnementales ont accumulé des contraintes d'ordre public, des polices administratives pour ceux qui utilisaient les sols pour restreindre les usages. Mais du coup, on est sur quelque chose qui aujourd'hui est inarticulé. Voilà, le marché d'un côté, les contraintes de l'autre. Et je ne trouve pas qu'il s'agisse d'une bonne manière de faire de la politique, parce que ça entraîne beaucoup d'incompréhension finalement chez les propriétaires, chez les exploitants, alors qu'ils soient agricoles ou pas, qui vivent cela comme quelque chose de complètement schizophrénique et qui ne vivent l'environnement et l'écologie que comme une somme de contraintes qui ne fait pas sens, voilà, que comme quelque chose qui restreint finalement leur liberté. Donc là, c'est quelque part de revenir aux causes, au pourquoi la contrainte, hein, de l'expliquer dans un cadre plus cohérent. Alors ça, c'était quelque part le droit du sol, hein, pas nécessairement une personne. Je sais qu'il y a un grand débat là-dessus, hein, entre juristes. Je vous laisse en débattre. Ça m'a l'air suffisamment compliqué, mais en tout cas, ça pose beaucoup de questions intéressantes, voilà, y compris pour nous du côté de l'aménagement. Droit du sol, sortir de l'abstraction, lui donner de la cohérence, mais aussi droit au sol. Et là c'est autre chose. C'est la question de qui peut accéder, si ce n'est à la propriété, au moins à l'usage ou à certains des usages. Ça repose aussi ces questions de qui décide, comment on décide collectivement, de quoi, etc. etc. Dans un monde où on est quand même extrêmement marqué par, d'un côté, cette propriété qui devrait être complète, sans limite, et de l'autre côté, le bien public, hein, géré par une autre abstraction qui est l'État et ses différentes formes d'intervention sur le territoire. Au milieu, on a peut-être ces questions autour des communs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce droit au sol ? Alors, le droit au sol, ça laisse entendre que toute personne, à condition qu'elle remplisse certains critères, pourrait prétendre justement à accéder à toute ou partie des utilités que procure le sol. Alors, c'est vrai que c'est une logique qui est plus prégnante en matière agricole que dans d'autres secteurs économiques, parce que derrière l'agriculture, il y a des enjeux d'intérêt général, hein, de préservation des paysages, de production de nourriture, de renouvellement des générations aussi d'agriculteurs. Donc c'est dans ce domaine-là que ça se manifeste le plus, mais on peut imaginer tout à fait que
ce soit possible sur d'autres types de biens. Voilà, on imagine, par exemple, dans le domaine immatériel, il y a des licences voilà, obligatoires pour pouvoir accéder à un bien qui est considéré comme utile à tout le monde. Donc, ce serait un petit peu transposer cette logique au foncier. Après, quand on affirme cela, ça pose plusieurs questions. Ça pose la question des critères, de qui a ce droit, qui bénéficie de ce droit au sol. Comme il y a pléthore de candidats et peu de ressources disponibles, il faut arbitrer. Donc, il faut avoir des critères qui soient les plus justes possibles, ce qui pose la question de qui définit les critères. Est-ce que ces critères doivent être définis au niveau national? Est-ce qu'ils doivent redescendre au niveau territorial pour avoir des critères qui soient liés aux problématiques d'un territoire? Ce qui nous permet de voir, et ça va rejoindre votre question, que du coup le sol ou la terre s'inscrit dans un territoire et que le commun doit être recherché au-delà de la simple enceinte finalement d'une parcelle ou d'une exploitation, parce que finalement on peut concevoir le commun à l'échelle d'une exploitation, parce que cette exploitation va être détenue par un collectif, parce que l'exploitation va rendre des services d'intérêt collectif, mais on peut aussi élargir l'échelle de la communauté au territoire lui-même et dire, bah oui, mais la terre à laquelle vous prétendez, finalement, elle fait partie d'un territoire, et donc c'est à l'échelle de ce territoire qu'il faut réfléchir aussi les critères d'attribution du foncier. Donc il y a la question de l'échelle, et puis il y a la question de la gouvernance, c'est-à-dire qui alors, toujours sur la définition des critères, mais une fois que les critères sont posés, qui arbitre, qui voilà, étudie les dossiers de candidature et choisit la personne qui aura la terre par rapport à quelqu'un d'autre. Et pour quel type de projet et pour quel type d'usage. Donc ça pose toutes ces questions-là. Et aujourd'hui, on a un système en milieu rural qui ressemble peu ou prou à ça. C'est-à-dire que je n'ai pas inventé ex nihilo un système de régulation ou le droit à la terre. Il y a des bribes de ça dans notre système. Mais ce n'est pas du tout rationalisé, ce n'est pas du tout pensé. Le commun n'est pas intellectuellement conçu avec les outils opérationnels qui sont censés l'accompagner. Donc c'est là tout l'effort qui reste à faire. On a une gouvernance qui est aujourd'hui complètement éclatée entre des collectivités qui vont définir dans leurs documents d'urbanisme les usages du sol, voilà, la destination des différentes zones du territoire, ici l'urbain, ici le rural, ici le naturel. On a des acteurs opérationnels comme les établissements publics fonciers et les SAFER qui vont pouvoir intervenir sur le marché pour le court-circuiter et réattribuer des parcelles, mais on a plein d'autres droits de priorité qui existent. On a des locataires qui sont prioritaires même sur les SAFER. On a des propriétaires voisins qui vont être prioritaires pour l'acquisition de parcelles boisées. On a des associations qui jouent aussi, voilà, qui rentrent dans ce jeu-là pour maîtriser du foncier et puis l'allouer à certains agriculteurs en agriculture biologique, par exemple. Donc, on a une gouvernance aujourd'hui qui n'est pas du tout rationalisée, où je dirais le foncier va finalement tomber dans un courant économique de pensée. Soit on est dans le courant assez général de la libre exploitation des surfaces, ça va passer par la SAFER, les chambres d'agriculture, etc., etc. Et on va avoir un certain système de régulation. Soit le foncier va plus échouer du côté d'une agriculture ou d'une conception alternative de l'usage des sols, et ça va suivre un autre canal
souvent pour aller vers plutôt ce milieu alternatif. Mais est-ce que tout cela fait du commun? Je ne suis pas sûr. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'à un moment, ces mondes-là se rejoignent complètement. Ils entrent parfois en compétition, mais c'est de la compétition, ce n'est pas du commun. Alors, c'est des mondes, des visions du monde, hein, mais des visions du monde agricole aussi, hein, du développement rural, etc., etc. Mais vous avez commencé à aborder cette grande question qui est à un moment, comment est-ce qu'on arrive si ce n'est à penser collectivement le territoire, au moins à coordonner des politiques qui sont d'un côté des politiques agricoles et de l'autre côté des politiques urbaines. Aujourd'hui, on a beaucoup de documents d'urbanisme qui sont élaborés sans grand regard, hein, finalement, sur l'usage agricole des sols, hein, comme étant plutôt des zones d'expansion, hein, des zones d'extension possibles. Alors, on a là des changements en cours, des changements importants, en tout cas en France, hein. On verra concrètement les effets qu'auront le cap donné par la loi climat résilience. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même dans des mondes segmentés, fragmentés. Alors, vous appelez dans ce petit document finalement à transformer tout ça aussi en une stratégie de territoire, en appelant notamment les Scott à porter une stratégie agricole. J'insiste aussi beaucoup finalement sur des espaces qui sont des espaces de conflit et qui sont aussi potentiellement des espaces de dialogue, qui est la lisière des villes et finalement l'agriculture périurbaine, hein, qui est à la fois une terre d'enjeux, une terre de conflit aussi, une terre d'intérêts croisés ou opposés d'ailleurs plutôt, et sur lequel peut-être aussi peut s'élaborer des modes de dialogue entre les uns et les autres. Mais aujourd'hui, on est quand même sur des mondes très séparés, des cultures très séparées, hein. Là-dessus, qu'est-ce que vous entrevoyez comme perspective ou comme proposition? Alors, on est clairement encore sur des visions du monde et politiques complètement séparées entre l'urbain et le rural. Les politiques urbaines, à travers la réforme du droit de l'urbanisme, au-delà de la répartition spatiale des usages, vont pas aller beaucoup plus loin. Et puis, de l'autre côté, les politiques foncières agricoles ne vont pas aller sur le terrain de l'urbanisme. Alors, c'est d'autant plus dommage qu'on a des documents de planification urbains, mais qui aujourd'hui couvrent tous les territoires ruraux. Donc voilà, les Scott aujourd'hui embrassent complètement le milieu rural. Et on a de l'autre côté des documents de planification purement agricoles. Voilà. Et les deux ne se rejoignent absolument pas. Donc on a un Scott qui maintenant quand même intègre de plus en plus les enjeux agricoles, notamment sur l'alimentation de proximité, sur le fait de maintenir une ceinture maraîchère ou agricole périurbaine. Mais par exemple, cette projection de la ville par rapport à l'agriculture qui l'entoure ne se traduit absolument pas dans les instruments propres à l'agriculture. Donc les schémas directeurs des exploitations agricoles qui planifient l'agriculture sur le territoire, eux ignorent complètement les Scott, qui les ignorent eux-mêmes complètement. Idem pour la SAFER, les actions de la SAFER ignorent complètement d'ailleurs et l'un et l'autre. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a un vrai champ de progrès. C'est de faire vraiment des documents de territoire qui transcendent finalement ce clivage complètement éculé entre l'urbain et le rural, parce qu'il y a des connexions, il y a des complémentarités entre les territoires urbains et ruraux, comme il n'y en a jamais eu d'ailleurs. Donc ces documents de territoire, ils devraient justement dépasser les usages urbains et ruraux pour les connecter. D'autant plus important au moment où on constate bien que ces enjeux de transition, ils sont loin de faire
de tracer un trait entre l'urbain et le rural, que les synergies sont évidentes, elles dépassent, elles intéressent peut-être peu les institutions, mais dans la vie quotidienne, les synergies sont là, même les interdépendances entre ces tissus-là, interdépendance alimentaire, on l'a bien vu avec ces enjeux de proximité pendant la pandémie, mais pas que. La transition aussi des villes passe par l'usage de matériaux biosourcés qui seront produits par nos agriculteurs, ce qui pose des questions d'usage des sols, mais aussi de coordination de l'ensemble de ces politiques publiques. Je pense qu'on ne va pas clore cette discussion aujourd'hui. Je pense que c'est que le début d'une amorce sur le sujet. J'invite vraiment les auditeurs à lire ce petit ouvrage qui sera complètement référencé, qui est d'ailleurs en accès libre sur Internet, mais aussi peut-être avez-vous d'autres éléments, d'autres conseils de lecture pour avancer sur ces différents sujets à nous donner. Je ne sais pas si vous avez des choses qui vous viennent en tête là immédiatement. Là, comme ça, non, il y a plein de choses sur ces questions-là. Je pourrais vous donner quelques références à mettre sur votre site. Eh bien, écoutez, on prendra le temps. On prendra ce temps-là justement pour mettre quelques pistes en plus pour approfondir ce sujet. En tout cas, pour nous, c'est vraiment un sujet d'intérêt et on compte bien poursuivre la conversation avec d'autres, mais si vous voulez bien, avec vous, dans quelques temps, de façon à approfondir ces pistes, notamment, je pense, de dialogue, de collaboration, d'interdépendance assumée entre le monde agricole et rural. Merci beaucoup. Très volontiers. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à Benoît Grimont-Pré pour cet échange sur la justice foncière. Pour suivre d'autres projets et pionniers qui refont la ville, abonnez-vous à notre newsletter et suivez toutes nos publications sur le site dixit.net. À bientôt!